fait appel à des moyens puissants et variés, depuis le wagon drill jusqu'à la sondeuse à trécran, automotrice sur chenille, travaillant à la carrière de Lallet, d'où on extrait un calcaire dur convenant parfaitement à la fabrication du béton. L'exploitation de cette carrière se fait par grand sautage, libérant jusqu'à 40 000 tonnes de matériaux à chaque volet. Il a suffi de 4 coups de l'énorme pelle dont les dents sont venues mordre dans les éboulis et le camion chargé apporte au concasseur sa ration d'aliments. 15 tonnes qui vont lui être renouvelées toutes les 2 à 3 minutes. Toutes les heures, il faut acheminer 400 tonnes de matériaux à la station de préparation qui va les rebroyer, les classer, les stocker. Le ciment, amené par wagons spéciaux en gare de Bourg-Saint-Maurice, est acheminé aux Boisses par téléphérique. Le poste de commande de la tour à béton permet le fonctionnement de celle-ci, soit sous les impulsions d'un conducteur, soit au contraire automatiquement. Un réglage préalable permettant le dosage des divers constituants. Les bennes, acheminées par tracteur diesel électrique, sont amenées à pied d'œuvre par 3 blondins, 2 de 20 tonnes et 1 de 10 tonnes, tributaires des seules indications d'un radio. L'utilisation de gros éléments dans la fabrication du béton a permis une moindre consommation de ciment, provoquant une économie de 180 millions de francs. Mais la mise en place a exigé des pères vibrateurs électriques d'une puissance unitaire de 6 chevaux. Après solidification du béton et décapage de la surface de reprise, les coffrages sont remontés pour permettre la mise en place de nouvelles couches. Pour fabriquer les 650 000 mètres cubes que réclame la construction du barrage, on ne dispose en moyenne que de 150 jours par an. Les moyens de transport ont de ce fait causé des sujétions importantes. Dans ce pays, où rien n'est plat, on a eu surtout recours à des téléphériques. On en compte 4 d'une longueur totale de 25 km, capables d'un transport de 400 tonnes à l'heure pour les agrégats et de 35 tonnes à l'heure pour le ciment.
Parallèlement, la construction de l'usine des Bréviaires se poursuit. Les travaux de génie civil ont été alimentés par l'installation BAT. Ces 130 000 chevaux, travaillant sous une chute moyenne de 200 mètres, produiront annuellement 150 millions de kilowattheures. À l'intérieur de la prise d'eau, les eaux vont être maintenues à l'amont du barrage par 3 vannes wagons que l'on met en place, 2 de 8 mètres carrés obturant l'entrée des conduites de vidange de fond, une de 14 mètres carrés permettant l'accès de la galerie d'amener à l'usine. Ces vannes seront commandées par des vérins hydrauliques. La galerie d'amener, traversant un éperon rocheux sur près de 1 km, a un diamètre de 3,75 m. Elle comporte un blindage en acier. À la partie supérieure, on a aménagé un drain qui permettra d'éviter des pressions extérieures lors de la vidange de cette galerie. Après la chambre de vanne, elle est prolongée par une conduite forcée à l'air libre de 200 mètres de long, alimentant sous une pente de 40% l'usine des Bréviaires. Après que l'on ait exprimé toute l'énergie qu'elle contenait, les eaux, tranquillisées, vont par ce canal de fuite être rendues au lit naturel de l'Isère. Mais cette restitution est toute provisoire et, quelques centaines de mètres plus loin, elles vont à nouveau être détournées et dirigées par la galerie sur l'usine de Malgover. Et l'on va aborder maintenant la dernière campagne de bétonnage, celle qui va amener le barrage à sa crête à 180 mètres au-dessus de ses fondations. La nouvelle route nationale étant terminée, on procède aux préparatifs de la mise en eau. Ici, le tunnel routier est obturé par un bouchon en béton. L'étanchéité en est parfaite par des injections de ciment sous pression. L'heure solennelle de la mise en eau est arrivée. On ferme la dérivation provisoire de l'Isère par un bâtard-d'eau mobile, à l'abri duquel on bétonnera immédiatement, quelques mètres plus loin, un bouchon définitif à l'intérieur de la galerie. Et le cours d'eau, ne trouvant plus le chemin souterrain qui lui avait été imposé pendant plusieurs années, va buter contre le mur. Nous assistons à la lente naissance de ce qui va être le nouveau lac de Tignes. Les eaux prennent maintenant possession des installations industrielles. Elles reconnaissent le chemin au prix d'un rude travail, elles auront désormais à parcourir. Et l'on vit maintenant le plus douloureux épisode de cette grandiose réalisation. Les derniers tignards vont quitter ces lieux que de tout temps leurs familles ont connus. Mais cet exode prévu est organisé méthodiquement. Matériellement, ces gens qui ont été indemnisés ne perdent rien. Sentimentalement, on les arrache au berceau de leur enfance. L'eau, avide de l'espace qui lui a été promis, veut envahir le village. L'Isère n'ensevelira que le souvenir de Tignes. Et voici que le nouveau lac commence à prendre conscience de l'importance qu'il aura. Maintenant, c'est une lutte entre l'homme et la nature. Le barrage doit monter plus vite que l'eau dans la retenue. Jusqu'au dernier moment, les installations de chantier vont tourner au rythme rapide qui avait été prévu. Elles ne s'arrêteront que lorsqu'elles auront fourni le travail qu'on attendait d'elles.
Au-delà d'une certaine hauteur, sur la rive droite, du côté du point fixe, les blondins ne peuvent plus atteindre quelques endroits qui échappent à leur emprise. Ils déchargent alors leur benne dans une trémie et le béton est mis en place par le relais de grue. Nous pouvons maintenant faire une halte et mesurer du regard le résultat des efforts et des sacrifices qui ont été consentis. Avant que les travaux ne soient terminés, on commence à économiser cette richesse. On emmagasine ces 235 millions de mètres cubes d'eau pendant la saison chaude. Lorsque l'hiver sera venu, cette réserve fournira 700 millions de kilowattheures. Au printemps, le lac, vidé de sa substance, sera prêt à recueillir une nouvelle réserve pour l'hiver suivant. Les sautages à la carrière sont terminés. On procède à l'enlèvement du gros matériel. La route donnant accès à la Laie étant maintenant submergée, on fait appel à des moyens puissants de transbordement. Ce déménagement marque une étape. C'est la fin des gros efforts de construction du barrage. Il est à souhaiter que ce matériel robuste, qui a rendu tous les services qu'on en attendait, trouve à s'employer sur d'autres chantiers et travailler à nouveau à répandre la richesse et l'abondance. Il reste maintenant à achever le couronnement de l'ouvrage, à terminer les orifices d'aération des galeries de prise d'eau et de vidange. Il reste à aménager une route qui permettra le franchissement de la vallée en passant sur la crête du barrage. Longue de 300 mètres, reliant la route nationale au nouveau village de Tignes et à sa future station touristique. Cette nouvelle richesse accumulée, nous en avons ici l'image. Ces usines, que nous avons vues déverser et perdre une eau surabondante, sont maintenant régularisées. Elles vont pouvoir être alimentées en une période où elles connaissaient la pénurie. Sans aucun équipement supplémentaire de ces installations, grâce seulement à l'existence de la réserve de Tignes, on va obtenir d'elle, à un moment particulièrement propice, une production augmentée d'1 tiers. Mais les projets ne se bornent pas là. Si le barrage de Tignes, alimentant les usines des Brévières et de Malgover, permet une production annuelle de près d'1 milliard de kilowattheures, une galerie construite à altitude plus élevée sur la rive droite, avec prise d'eau sur les Clous et le Nancruet, alimentera l'usine du Chevril qui déverse en amont du barrage. Une prise d'eau est d'autre part prévue sur le pont Turin, ainsi que la dérivation de l'arc supérieur. En hiver, les eaux, après avoir travaillé aux Brévières, sont amenées par la galerie principale à Malgover. Au printemps et en été, alors que l'usine des Brévières cesse toute production, les torrents de la rive gauche continuent à alimenter Malgover. Toutes ces réalisations n'ont leur pleine utilité que grâce au barrage de Tignes. C'est l'un des plus beaux ouvrages de l'équipement énergétique français. Une vallée heureuse va disparaître.
englouti sous les 200 millions de mètres cubes d'eau que le barrage de Tignes retiendra bientôt. Le sort en est jeté. Un petit village de 500 âmes va être rayé de la carte de France. Un petit village classique, avec sa paisible population d'agriculteurs et de bergers, profondément ancrée à ce coin de terre et qui se refuse à subir la loi du progrès. Tignes vit ses dernières heures. Son église a célébré encore un mariage, mais ses cloches ne sonneront plus. Sous leur double linceul de terre et de neige, les morts seuls restent impassibles, car un vent de révolte a soufflé sur le village qui ne veut pas mourir. À maintes reprises, devant leur mairie, les Tignards ont proclamé leur résistance, refusant d'évacuer les archives. Et les dernières élections municipales ont encore excité les passions. Si quelques habitants ont accepté d'évacuer le village avant la mise en eau, les irréductibles se disent résolus à demeurer jusqu'au bout dans leur maison. Mais que peut une poignée d'hommes contre le progrès? Tignes s'apprête à subir le sort de la légendaire ville 10, derrière son barrage, inhumain mais nécessaire. Condamné à une mort lente par immersion, le petit village de Tignes doit encore subir les coups des démolisseurs, occupés à faire place nette aux abords du barrage. Il semble que la plupart des habitants aient compris l'inanité de leur résistance. Pourtant, l'intervention du préfet de la Savoie et celle des forces de police a été nécessaire pour assurer le transfert des archives et le déménagement du mobilier municipal. À l'heure dite, les lourdes vannes sont tombées comme des couperets. Et l'Isère a commencé à s'étaler en lac devant le barrage, tandis qu'un bulldozer déblayait la route du cimetière pour permettre l'évacuation des morts. Dans quelques semaines, il ne restera plus rien de Tignes. Plus rien, si ce n'est un monde de souvenirs joyeux et tragiques dans la mémoire de quelques hommes. Lorsque l'eau qui menace Tignes aura atteint les premières maisons, elle ne trouvera plus à engloutir qu'un squelette de village. Ce n'est déjà plus le vrai Tignes qui s'apprête à disparaître, mais un hameau sans âme. L'exode des animaux a lui aussi commencé, égrenant dans la vallée les échos de la dernière pastorale. Il restait encore un douloureux devoir à remplir, l'exhumation des 80 morts de la commune. Lorsque le dernier d'entre eux aura abandonné sa tombe, alors seulement Tignes aura le droit de mourir.